Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le Bénin dispose d'un nouveau code électoral depuis le 2 octobre. La Cour constitutionnelle a répondu favorablement au président de la République sur la conformité ou non du nouveau code électoral à la Constitution. Une décision qui suscite malgré tout la polémique. La campagne électorale camerounaise entre dans sa dernière ligne droite avant l'élection présidentielle du 7 octobre. Le numérique occupe une place stratégique pour chacun des 9 candidats en lice. Nous ferons le point sur les méthodes utilisées pour surveiller le vote. Et l'Angola intensifie la lutte contre la corruption. Plusieurs proches de l'ancien président José Eduardo dos Santos ont été arrêtés fin septembre. Des arrestations qui suscitent plusieurs interrogations parmi les populations. Mais tout d'abord, au Bénin, le dossier Sébastien Ajavon a été renvoyé au 18 octobre. L'homme d'affaires devenu acteur politique devait être auditionné ce jeudi 4 octobre par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme concernant l'enquête sur les 18 kilos de drogue dans laquelle il est cité à comparaître avec 3 autres personnes. Mais tous étaient absents et se sont fait représenter par leurs avocats. Le ministère public béninois a estimé que leur présence était nécessaire. Le président de la Cour a donc décidé d'ajourner la séance. La révision de la loi électorale suit son cours au Bénin. La Cour constitutionnelle a validé le 2 octobre le nouveau code électoral voté par l'Assemblée nationale le 3 septembre. Un nouveau code électoral jugé conforme à la constitution du pays malgré les vives polémiques nées autour de ce code. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant Leftionou. La Cour constitutionnelle a validé le nouveau code électoral ce mardi 2 octobre 2018 à Cotonou. Saisie d'une requête du président de la République le 13 septembre 2018, la Cour constitutionnelle, présidée par le professeur Joseph Djobinou, a déclaré conforme à la Constitution la nouvelle loi électorale votée par les députés de la 7e législature le 3 septembre 2018. La requête du président de la République est recevable. Article 2. Les requêtes de messieurs Paul Dehoumont et Boris Aké sont irrecevables. Le code électoral adopté par le Parlement a fait l'objet de vives polémiques dans le pays. Les dispositions au sujet de la candidature des forces de sécurité et assimilées des personnes naturalisées ont été invalidées. Je trouve que c'est une suite logique et dans la continuité des lois de la République. Je n'y trouve rien de contraire. La Cour n'a fait que son travail. Les dispositions relatives aux cautions faramineuses, au quota électoral et au quitus fiscal n'ont pas été touchées. Le cautionnement pour participer à l'élection présidentielle est ainsi maintenu à 250 millions de francs CFA. Pour les législatives, le montant du cautionnement est porté à 249 millions de francs par liste. Aussi, chaque liste est-elle tenue de fournir le quitus fiscal de chacun des candidats. J-2 avant l'élection présidentielle à un tour au Cameroun. Tout se peaufine sur l'ensemble du territoire national. Le numérique occupe une place considérable dans la surveillance du déroulement du scrutin pour chacun des 9 candidats en lice. Le point sur les méthodes utilisées pour sécuriser les votes avec Marie-Colette Babasagana. Facebook Live sera l'une des méthodes de sécurisation mises en place par le Social Democratic Front pour sécuriser ses voix lors du scrutin du 7 octobre prochain. Le parti du candidat Joshua aussi entend par cette application contrôler le nombre des inscrits dans les 25 001 bureaux de vote que compte le Cameroun. Par ailleurs, le SDF compte également déployer au moins 2 observateurs dans chaque bureau de vote et appelle cependant ELECAM, l'organe en charge d'organiser les élections, de mettre en application l'article 97 qui stipule l'affichage des listes de vote avant 8 jours du scrutin. Le parti du candidat Cabral Libi, quant à lui, a mis sur pied l'application mobile Electra. Selon Aristide Ekor, secrétaire général d'Univers, Electra consiste à surveiller en temps réel les votes via les téléphones et ordinateurs, mais aussi à contrôler les procès-verbaux qui sont acheminés instantanément après la fin des votes. Des scrutateurs
seront également déployés sur l'ensemble du territoire national pour le mouvement NOW du candidat Akerimuna. Un appel a par ailleurs été lancé à chaque électeur, celui de la présence de chaque votant au sein du bureau de vote, afin de garantir la sincérité du vote et de la transparence du processus électoral. Voter, sécuriser et défendre, voilà en gros la stratégie que compte mettre sur pied le mouvement pour la reconnaissance du candidat Maurice Kamto. Le tireur de pénalty demande à ses électeurs d'assurer leur vote avant 13h. Ensuite, de ne pas s'éloigner des lieux de vote pour surveiller le déploiement des voix. Également dans l'actualité, le Mali, le Niger et le Tchad ont approuvé le 2 octobre un accord de coopération judiciaire tripartite pour une meilleure coopération antiterroriste. Les 3 pays se sont engagés à promouvoir et à renforcer les mesures et les pratiques judiciaires pour notamment faciliter les enquêtes conjointes et l'exécution des peines. Les autres pays du G5 Sahel, à savoir le Burkina Faso et la Mauritanie, devraient également ratifier cet accord très prochainement. En Angola, depuis l'arrivée au pouvoir de João Lourenço en septembre 2017, la lutte contre la corruption s'intensifie. Les arrestations du fils de l'ancien président et celles de l'un de ses proches collaborateurs ont fait couler beaucoup d'encre et ont suscité plusieurs interrogations parmi les populations. Plus de détails avec Siamlo Victoria Seji. Vendredi 28 septembre, en Angola, Ismael Diogo da Silva, un autre proche de l'ex-président José Eduardo dos Santos, a été arrêté. Ce haut fonctionnaire du ministère des Transports et président de la fondation dos Santos est incarcéré à l'est de Luanda, la capitale. Une arrestation parmi tant d'autres qui suscite d'autres interrogations. Il va être difficile d'établir que la justice angolaise est en train de servir les desseins du politique. C'est-à-dire si la justice agit pour satisfaire les stratégies politiciennes de l'exécutif, en ce moment, on peut effectivement établir qu'il y a bien une chasse aux sorcières, mais un tel scénario va certainement déboucher sur une crise politique à court ou long terme. Cette détention s'inscrit dans le cadre d'une affaire de corruption dans laquelle 2 autres hauts fonctionnaires ont été arrêtés vendredi 21 septembre pour blanchiment d'argent et détournement de 20 millions de dollars. Il se peut que ce soit des dossiers qui aient perduré, qui étaient là et que la justice n'arrivait pas à cause de l'influence du politique à faire avancer. À ce moment, il serait possible de dire que le président avait donc influencé la justice dans le sens de ne pas permettre les poursuites contre ses proches. Dès sa prise de fonction en septembre 2017, le chef de l'État, João Lourenço, a déclaré vouloir profondément assainir l'environnement financier et rendre plus crédibles les institutions étatiques. Depuis, de hauts cadres et proches de l'ex-président ont été démis par décret ou arrêtés. Dans le reste de l'actualité, la mission de dissémination du rapport 2016 de l'initiative pour la transparence des industries extractives du Burkina Faso a pris fin le 3 octobre. L'équipe était dans la mine de Nami-Guima, dans le centre nord du pays, qui emploie 927 personnes et qui a effectué des paiements sociaux volontaires à hauteur de plus de 97 millions de francs CFA en 2016. Cette mission avait pour but de mieux comprendre l'activité minière à l'échelle nationale et la redistribution des revenus émanant de l'or. À la rencontre de l'équipe Golden Girls en Somalie. Elle est composée de jeunes Somaliennes passionnées de football. Ces joueuses ont décidé de braver l'interdit en pratiquant une activité réservée aux hommes, à savoir le ballon rond. Elles espèrent ainsi faire bouger les codes de la société. Siamlo Victoria Seji. À Mogadiscio, capitale de la Somalie, des jeunes femmes défient les préjugés pour vivre leur passion, le football. Ce sport, qui est interdit à la gente féminine dans le pays, elles ont décidé de le pratiquer et l'utilisent même comme moyen de lutte contre la stigmatisation. L'équipe Golden Girls, dans laquelle elles apprennent à manier le ballon rond, a été fondée par la jeune Shema Salad Mohamed. Les femmes ne sont pas encouragées à faire du sport parce qu'elles sont supposées rester à la maison et y travailler uniquement.
Les gens m'insultent et me disent « Tu es une femme, pourquoi joues-tu au football ?» Certaines joueuses sont soutenues par leur famille, mais d'autres non. Vivant dans la crainte perpétuelle, la majorité espère changer le regard des Somaliens sur le football féminin. Et c'est sur ce terrain privé loué à 7 $ l'heure qu'elles polisent leur rêve de conquérir un jour les pelouses mondiales. Nous voulons être une équipe nationale, participer aux plus grandes compétitions, à la Coupe du Monde, à des tournois de la Confédération africaine de football. Nous voulons être l'un des pays où le football féminin est connu dans le monde entier. Selon l'ONU, l'inégalité des sexes persiste en Somalie en raison d'une culture qui promeut une hiérarchie et une autorité masculine stricte. Mais malgré tout, les Golden Girls espèrent devenir de véritables championnes nationales comme leur père masculin et porter haut les couleurs de la Somalie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.